Merci à tous et toutes d'être présents ce matin. Et je vais, sans temps supplémentaire, commencer la présentation en vous parlant de Didier. Alors Didier, à la trentaine, il travaille à la Défense. Et Didier, comme tous les matins, il doit prendre le métro parisien et affronter, je dirais, le métro parisien. Il arrive avec le monde qu'on y connaît, en heure de pointe, et il rentre tant bien que mal dans son métro, et alors que les portes se referment, une personne arrive en trombe, pousse tout le monde et rentre dans le métro alors que les portes sont en train de se fermer. La personne bouscule Didier, le regard noir s'adresse un petit peu à la personne en lui disant que c'est un peu impoli de sa part de faire ceci. L'autre personne, elle est très tirée, les yeux rouges, ne répond pas. Voilà. Donc première expérience de Didier dans la journée, qui le met bien de bonne humeur pour bien commencer sa journée au travail. Didier arrive ensuite au bureau et il doit travailler sur un dossier qu'il doit rendre à un client le lendemain matin à la première heure. C'est un dossier très important et il l'envoie à son manager. Le manager lui répond rapidement, mais il lui répond qu'il n'a pas le temps du tout de le lire et qu'il faudrait que Didier gagne un petit peu en autonomie parce que c'est quand même important à son niveau. Sauf que Didier est en période d'essai et Didier craint le pire. Il commence à se demander si sa période va être renouvelée et si le message de son manager n'est pas finalement un avertissement, comme quoi ça sent un peu le roussi pour lui. Donc toute la journée, Didier est aussi entre la peur, le stress, l'irritabilité auprès de ses collègues et ses performances ne sont pas forcément au mieux. Arrivant chez lui, Didier, le moral dans les chaussettes, s'installe dans son canapé avec un plaid, un chocolat chaud et quelques chocolats qui restent également de Noël. Il les avale les uns après les autres en se regardant son film doudou préféré, Harry Potter 1. Bon, c'est moi qui fais le choix. et voilà, il envoie un message à sa compagne en même temps, parce qu'il a besoin de soutien. Sa compagne lui répond qu'elle a dû accepter un after-work de dernière minute avec un de ses clients et qu'après elle devra retourner au bureau pour finir de travailler sur des sujets importants qu'elle doit faire en ce moment. Donc Didier est énervé, lui envoie un petit message un petit peu dur. Et sa compagne lui répond, elle aussi, avec un message assez dur, ce qui continue de le faire descendre 6 pieds sous terre. Enfin, c'est peut-être un peu trop de dire 6 pieds sous terre, mais de descendre assez bas. Didier va enfin se coucher. Et puis là, la totale, insomnie. Et puis il s'endort qu'à 4 heures du matin, alors qu'il a ressassé toute sa vie, toute la nuit. Donc une journée un peu complexe pour Didier. Et dans ces 4 situations qu'on vient de voir, peut-être que vous en connaissez une, vous en avez déjà connu une, vous avez déjà expérimenté les réactions ou les malheurs qu'a pu expérimenter Didier. Ces 4 situations ont en commun, je dirais, une forme de souffrance que l'on peut expérimenter au quotidien et qui nous dessert de manière générale. Et le propos de cette présentation, ça va être en fait déjà de s'accorder sur un premier point, c'est que l'être humain en général cherche à ne pas souffrir ou en tout cas favoriser son bien-être, favoriser un mieux-être et à la rigueur, pour certains d'entre nous même, osons le dire, être heureux. Donc la question qui va se poser ici, ça va être comment on peut, nous, en tant qu'individus, favoriser des états d'être qui nous empêchent d'entrer dans le cercle vicieux dans lequel Didier a oscillé toute la journée et est entré, et que d'autres, peut-être vous, peut-être d'autres, vivent au quotidien. Pour cela, je vais commencer par évoquer un remède, un médicament. Ce médicament, il tient en 10 lettres.
méditation. Et c'est le propos donc de la présentation. J'ai pris l'analogie du médicament parce que dans un médicament, en général, on a deux éléments. Le médicament est distingué par deux éléments qui le constituent. Est-ce que ça vous parle, ces deux éléments qui constituent un médicament ou pas? Est-ce que vous sauriez me dire c'est quoi les deux parties d'un médicament qui le composent? Les excipients. Excipient, ouais. Et le principe actif, voilà. On n'est pas chez LS, hein, mais on va parler quand même un petit peu de cet aspect médicamenteux parce que dans la méditation, on peut retrouver un peu ces deux aspects-là. Donc les excipients, en fait, ça va être ce qui va favoriser l'ingestion du médicament, que ça soit par son enrobage, mais aussi par le saccharose qui contient, en tout cas les éléments qu'il va contenir, qui vont favoriser son ingestion et sa digestion et son assimilation par la personne qui l'ingère. Et de l'autre côté, le principe actif qui va être la molécule de médicament hein, et qui va véritablement traiter la problématique. Bonjour. L'excipient, dans le cadre de la méditation, c'est la méditation en tant que telle, c'est-à-dire un espace-temps de pratique, une méthodologie et des outils qui vont être à appliquer, à apprendre, à connaître. Le principe actif, pour sa part, ça va être ce que j'appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être attentif, donc être attentif à ce qui est présent et simplement ce qui est. C'est la définition que j'utilise pour le moment. Et je vais essayer de l'explorer un petit peu après. Donc, l'espace-temps de pratique, l'excipient, on peut le traduire par prendre du temps pour soi, ça va être l'espace-temps de pratique, et son équilibre personnel, en portant attention à ce qui est présent, dans l'instant. Qu'est-ce qui est présent dans l'instant avec Didier et son manager? Du mal-être, c'est assez évident. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal-être? Quand on s'interroge un petit peu à ça, on voit que au commencement de tout, il y a une situation, il y a un événement. Cet événement, ça va être le message envoyé par son manager. Ensuite, Didier va commencer à élaborer des pensées. Ces pensées, ça va être je ne suis pas assez, il est en train de me dire que je n'ai pas fait du bon travail ou que je n'en fais pas de manière générale. Et donc, il va élaborer ses pensées par rapport à ça. Ce qui va générer des émotions. Les émotions, ça va être la peur, peut-être une forme de culpabilité, peut-être du stress. Et enfin, il va y avoir une réaction qui va suivre. La réaction, on peut l'observer tout au long de la journée, hein, de son irritabilité auprès de ses collègues, à son manque de performance, à, quand il rentrera chez lui, ses interactions avec sa compagne. Tout ça, ça fait partie d'un nuage en fait, de réactions qui sont dues un peu à tout le reste. Donc, ce qui est présent dans l'instant, c'est un peu tout ça. Et quand j'indique simplement ce qui est, c'est pour indiquer que ce qui est simplement, c'est l'événement au départ. Le reste, c'est de l'élaboration mentale et la conséquence de cette élaboration mentale. Et la méditation pleine conscience, ça va être principalement porter attention à ces élaborations mentales. Pensée, émotion, réaction. Pour que, une fois que tous ces éléments-là, tous ces indicateurs-là seront abaissés, on puisse n'observer que l'événement, sans plus de questions, sans plus de problématiques qui en soient générées. Mais bon, ça, voilà, ça c'est vraiment l'objectif ultime. Donc, voici un peu les effets de ce médicament. Ça va être de réussir à observer ce qui est présent dans l'instant et simplement ce qui est. À ça, on a des effets secondaires, comme dans tout médicament. Sauf que ces effets secondaires, ils ne sont pas si terribles que ça. On va avoir une réduction de l'anxiété. On va avoir une meilleure gestion du stress.
Une réduction des conflits. On peut l'imaginer dans la relation de Didier, encore une fois, avec son manager. La gestion du stress, c'est pareil. Une meilleure empathie. La facilitation de prise de décision, puisqu'on ne va pas être pris dans ces schémas émotionnels et de pensée, et on va pouvoir les contrôler un peu plus. Une amélioration du sommeil pour éviter les insomnies, une amélioration du système immunitaire, une amélioration du bien-être général. Bref, il y a plusieurs éléments, et ces éléments, je ne les mets pas arbitrairement. Ils font l'objet depuis une dizaine, une quinzaine d'années, aujourd'hui, de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent véritablement ces effets-là. Donc voilà pour l'aspect un petit peu médicamenteux de la méditation. Maintenant, j'aimerais évoquer un deuxième élément qui m'interpelle principalement quand les gens, en général, discréditent ou critiquent la méditation. Ça va être l'idée selon laquelle la méditation est quelque chose relevant du développement personnel, donc vraiment dans le sens personnel, et qui donc favorise en fait tout ce qui peut aujourd'hui pour certaines personnes être décrié, faisant partie un peu du culte de la performance, du culte d'être un être humain encore plus performant, encore mieux, encore plus heureux, encore plus ceci et cela. Donc véritablement quelque chose qui n'aurait trait qu'à moi, qui n'aurait trait qu'à ma pratique et que à ce que je peux atteindre comme état d'être à l'intérieur de ma tête. Ce que je résume ici par un savoir-faire pour mon développement personnel. Je vais vous montrer que moi je le perçois un peu différemment. D'abord, je le perçois comme plutôt un savoir-être. Ce savoir-être, il y avait un clic supplémentaire, ce savoir-être nous permet en particulier de savoir identifier plus facilement les états d'être désagréables. Et ces états désagréables, en fait, ça peut être de problématiques physiques, un mal de dos, un mal quelque part aux jambes, ou des problématiques, des douleurs émotionnelles. On va savoir mieux identifier ces états d'être désagréables afin d'en limiter l'impact et afin de connaître un peu plus quand est-ce qu'ils se déclenchent et quand est-ce qu'ils partent, pour pouvoir petit à petit réduire leur apparition dans notre vie courante. Et j'insiste là-dessus, sur le fait d'accueillir pour en réduire l'impact, parce qu'il y a un phénomène neurologique assez intéressant quand on s'intéresse à faire de l'espace, à donner de l'espace à ces douleurs. Quand je donne de l'espace à ma douleur au niveau de l'épaule, en lui permettant d'être là et en la reconnaissant dans son entièreté, plutôt que de dire « non, je n'en veux pas, non, c'est chiant, non, je n'aime pas ça », et bien finalement, il va y avoir comme un soupir. Et ce soupir, cet espace qui est donné, va permettre de réduire, la plupart du temps, l'impact de cette douleur. Et ça vaut pour les douleurs physiques ou les douleurs émotionnelles. Et aussi identifier de l'autre côté les états d'être agréables afin d'en favoriser l'apparition et de les accueillir sans forcément s'y accrocher absolument. Parce que ça aussi, c'est une problématique qu'on observe souvent. Dès qu'on va ressentir quelque chose d'agréable, on va vouloir s'y accrocher parce que c'est super, ça nous plaît, on veut qu'elle reste. Sauf que quand elle part, on est un petit peu démuni et on a ce moment-là où on a un flottement où on aurait préféré que ça dure plus longtemps. Donc la méditation, par ces deux éléments, mais j'aurais pu en choisir d'autres, pour moi c'est un savoir-être. Un savoir-être au service du développement, je dirais, collectif, puisque comme on l'a pu le voir sur les exemples de Didier, je les reprends ici, qui nous dit que la personne qui est rentrée en trombe dans le métro, c'est pas finalement le Didier de demain, qui a eu son insomnie, qui a eu sa journée pourrie, et qui, finalement, le lendemain matin, sachant qu'il doit rendre son dossier à son client à la première heure, il se rend compte qu'il s'est réveillé en retard, et il fonce dans le métro, et quand bien même ça dérange, je rentre. Je peux pas attendre 2 minutes de plus quand même, je suis parisien.
Donc, se faire accueillir par un Didier numéro 1 qui lui dit qu'il est impoli, que c'est vraiment pas sérieux, enfin, c'est vraiment pas un manque de savoir-faire de faire ça, etc. Ça va avoir un impact sur le Didier numéro 2 qui a déjà passé une journée nulle la veille et qui commence sa deuxième journée en se faisant insulter. Donc, on voit à quel point si les deux Didier, Didier du passé et Didier du futur, finalement avaient eu un peu plus de conscience de leurs émotions, ils auraient peut-être pu éviter de les projeter sur l'autre et peut-être encore mieux essayer de développer un peu d'empathie pour cette personne-là, même si on ne sait pas qui elle est. Peut-être qu'on aurait pu plutôt adresser un sourire, et ce sourire, il aurait pu changer énormément de choses dans la journée de ce Didier numéro 2 qui va déposer son dossier important vers son client. Donc ça nous montre qu'on est dans un vrai écosystème et qu'on est en relation absolument tout le temps avec l'autre et que le travail sur soi, en fait, c'est un travail aussi à destination de l'autre et des autres. Pareil pour la deuxième situation avec Didier et sa compagne qui nous dit que sa compagne, l'afterwork n'était pas super important pour développer une relation avec un client et potentiellement une nouvelle mission, des nouveaux revenus, voilà. Qui nous dit aussi que Didier ne serait pas mal depuis plusieurs mois et que sa compagne n'aurait pas simplement envie de, le temps d'une soirée, penser à autre chose et prendre du temps pour elle aussi. Elle a le droit. Et ça, Didier, dans son mal-être, ne le perçoit pas. Donc, en ça, pour moi, la méditation est vraiment presque un engagement écologique. Parce que c'est une écologie envers soi-même, envers son propre écosystème, de savoir beaucoup plus identifier ce qui nous traverse, et être en accord et être en paix, et finalement, oui, être plus dans l'acceptation de ce qui est, et envers les autres, y compris envers l'environnement, c'est pour ça que j'utilise aussi le terme écologique. Voilà, ce qui entraîne cette croix. Plutôt que de savoir-faire pour mon développement personnel, un savoir-être pour notre développement collectif. Et pour terminer, avant de passer sur les aspects un petit peu plus pratiques d'une méditation, j'aimerais simplement évoquer les secteurs dans lesquels on retrouve la méditation. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Les secteurs dans lesquels on retrouve la méditation aujourd'hui, de plus en plus en poupe, mais surtout aux États-Unis, on ne va pas se mentir. C'est des secteurs qui nous concernent aussi à Bearing Point, puisqu'on va parler de l'hôpital. On va utiliser de plus en plus la méditation dans des milieux hospitaliers, en cancérologie ou dans des milieux psychiatriques ou ce genre de milieu-là, pour la rémission aussi après des traumatismes. L'éducation. On voit de plus en plus d'initiatives aujourd'hui associatives en France, mais institutionnalisées dans certains autres pays, qui permet d'avoir des pratiques de méditation à pleine conscience pour les jeunes et les enfants. Les armées. Et alors dans les armées, principalement ce qui est fait aujourd'hui, aux États-Unis en tout cas, c'est des pratiques auprès de vétérans qui auraient des syndromes post-traumatiques et donc les accompagner là-dessus. Mais il y a aussi des pratiques de méditation incluses dans des entraînements top, je crois que ça s'appelle, qui permettent en fait d'optimiser la gestion des émotions pour les personnes qui sont sur le terrain, les marines, etc., ou les forces spéciales, qui sont sujets à des situations extrêmement stressantes au quotidien. Les sports, dans la préparation mentale de grands sportifs, les métiers générateurs de stress. Et là, je vais mentionner une entreprise qu'on connaît un petit peu ici à Bearing Point, Salesforce, puisque Salesforce, leur siège social à San Francisco, c'est une grande tour, un peu comme CBX. Tous les 5 étages, il y a un centre de méditation. Ça depuis 5-6 ans. Donc ça montre aussi que ça prend de l'importance
Bon, je ne vais pas dire qu'elles sont pleines, hein, ces salles de méditation. Hein. Voilà, ils n'ont pas forcément tout le temps, mais voilà. Et puis enfin, le milieu carcéral, dans lequel ça se développe aussi de plus en plus. Voilà. Donc maintenant, comment méditer? 3 éléments principaux à garder en tête. Le reste, c'est du détail. Le premier élément, c'est de ritualiser un temps dans sa semaine, dans son mois, pour pouvoir se poser et avoir cet exercice. Parce qu'avant tout, c'est un exercice. Même si l'objectif, c'est que ça s'applique à sa vie perso, au départ, c'est un exercice qui est important d'avoir. Donc, c'est ritualiser un temps. La régularité, c'est la clé. Et que ce soit 5 minutes, 10 minutes, on s'en fiche. On n'est pas obligé d'avoir 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de méditation pour commencer à méditer. L'important, c'est vraiment, comme dans un sport, quand on veut vraiment se mettre au sport, on sait qu'une séance et après ne pas se mettre dans la tête une idée de régularité, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment ancrer l'habitude. Ensuite, la posture. Et la posture, les éléments simples d'une posture, c'est déjà ne pas méditer allongé, parce que ça favorise pas du tout l'attention et on s'endort. Donc c'est pas trop ce qu'on cherche à avoir, vu qu'on cherche à mieux savoir identifier ces états d'être. Donc principalement assis, mais ça peut aussi être debout. Et si on est assis, l'important c'est d'avoir 3 points d'ancrage. C'est pour ça qu'en tailleur ça va pas, ça c'est mes genoux. En tailleur ça va pas, parce que les genoux sont surélevés, et on n'a que le point d'ancrage véritablement qui est notre fesse, nos fesses. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens se mettre en lotus ou en semi-lotus. Semi-lotus, c'est que un pied au-dessus de l'autre, parce que ça va baisser les genoux, et donc ça va créer des points d'ancrage. Que ça permet de favoriser l'équilibre, et sinon on se sent vraiment trop tourné vers le fait de tenir en équilibre et nos douleurs, plutôt que pouvoir se concentrer vraiment. Donc 3 points d'ancrage, et pareil sur une chaise. Donc, si vous êtes sur des chaises comme vous trois, il faut que vous puissiez toucher avec vos pieds le sol. Si vous ne touchez pas le sol avec vos pieds, il faut prendre un... Non, mais ne vous en faites pas, on va se mettre debout. On va se mettre debout après pour la petite séance. Donc, c'est important de pouvoir toucher le sol avec les pieds plats. Pas sur la pointe et tout ça, parce que sinon aussi ça favorise le déséquilibre. Et 3e élément, enfin, c'est un timer pour les méditations individuelles. Donc, ça va être de se positionner un temps. Et pendant ce temps-là, aucune distraction. Donc, on enlève les réseaux sociaux, on enlève les téléphones, la télé, la musique. Tout ça, c'est stop. À ça, j'ajouterai enfin des aides pour les gens qui commenceraient en méditation. Ces aides, ça va être des outils, des applications. Et je vous ai mis un petit commentaire pour chacune d'entre elles. Le plus accessible étant Petit Bambou, parce que c'est très connu, c'est français. Donc les méditations sont à 100% en français, méditation guidée. Et il y a un abonnement avec Bering par lequel on peut accéder en fait à la version payante de Calm, de Petit Bambou. Parce qu'il y a une version gratuite aussi. Qui fait office de timer en fait finalement, et qui fait aussi des exercices de cohérence cardiaque, et il y a quelques petites méditations guidées qui sont gratuites. Mais sinon on peut avec Bearing Point avoir un abonnement. C'est pour ça que je mets aussi le plus accessible. Le plus parlant pour moi, c'est Mind. C'est une application développée par un instructeur que j'aime beaucoup, Martin Aylward, chez qui j'ai fait plusieurs retraites. Et en fait je dis le plus parlant parce que c'est des thématiques qui sont un peu plus creusée, profonde, avec plus de sens, et qui a aussi des sessions en live. Ces sessions en live sont assez intéressantes parce qu'elles permettent de favoriser l'engagement. Quand on est en live avec des gens et qu'on se retrouve, quand bien même on ne se parle pas, hein, pas forcément, eh bien ça favorise cette volonté d'y aller. C'est comme, encore une fois, au sport. Quand on est dans un sport collectif, qu'il y a plusieurs personnes, c'est plus facile de se motiver que si on est tout seul. C'est aussi payant. Enfin, il y a aussi un abonnement. Le plus diversifié, mais les abonnements sont
pas très cher hein, en soi. Hein. Le plus diversifié, c'est Calm. Donc ça, c'est l'application numéro 1 mondiale basée aux États-Unis, où il y a des stars qui viennent faire des méditations guidées très régulièrement. Donc maintenant, il est passé en full payant, Calm. Et enfin, petite auto-promo, j'ai un compte Instagram, Esprit d'éveil, qui constitue en fait le développement de ce que je fais à côté de Bering, qui va bientôt commencer à proposer des méditations en live régulières, idéalement une fois par semaine. Et là, je suis en train d'établir simplement la date en début de matinée, avant d'aller au travail. Et, euh, et donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous abonner et à y assister. Voilà, comme ça on sera entre personnes qui se connaissent. Ces méditations resteront 24 heures, je pense, sur le réseau social, et puis après, elles seront enlevées pour si vous ne pouvez pas y assister sur le moment. Voilà, donc maintenant le temps de pratique. La mise en pratique. Donc je vais vous demander de vous lever. Ça va changer un peu les habitudes qu'on peut avoir et qu'on peut connaître de la méditation. Une pratique que j'apprécie de plus en plus de méditer debout parce que c'est des sensations assez différentes. Donc l'important, c'est que vous soyez droit, donc le dos droit surtout, les genoux pas verrouillés, donc pas comme ça, il faut qu'ils soient légèrement déverrouillés. On ne demande pas de faire des squats non plus, mais juste un tout petit peu déverrouillé parce qu'il faut, enfin voilà, parce que sinon ça crée en fait une rétroversion du bassin qui est pas souhaitable. Donc les genoux très légèrement déverrouillés, la tête droite, comme s'il y avait au sommet de son crâne une ficelle qui tirait très légèrement la tête vers le haut. Donc hop, ça nous amène à reculer un petit peu la tête parce qu'on ne veut pas que notre tête elle soit comme ça. Donc hop, on est comme ça. Les bras le long du corps, comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est pas important. Encore une fois, ça fait pas partie des 3 éléments évoqués. Et puis tranquillement, je vais ralentir un petit peu le rythme de ma parole. Et vous allez doucement choisir soit de clore doucement vos yeux, soit de les laisser entrouverts. C'est vous qui décidez. Pour rentrer progressivement à l'intérieur de votre expérience. Et puis peut-être pouvez-vous ressentir l'élément le plus distinct dans votre corps. Peut-être est-ce le contact des pieds avec le sol. Comment percevez-vous ce contact? Est-ce léger? Lourd? Uniforme? Ou autre chose?
Peut-être pouvons-nous percevoir de légers déséquilibres, cette recherche incessante de notre corps à conserver cette posture. Peut-être pouvons-nous prendre conscience que le corps n'est jamais totalement immobile. Et si des pensées nous traversent, on peut simplement revenir au contact même de nos pieds avec le sol, en y portant une attention constante, instant après instant. Puis, doucement, nous pouvons essayer de porter attention à nos épaules, très souvent sollicitées dans nos métiers, et de vérifier que ces épaules sont détendues, ouvertes. Et si ce n'est pas le cas, peut-être essayer de les bouger doucement afin qu'elles gardent cette ouverture, cette détente. Dans quelques instants, lorsque les cymbales retentiront, je vous invite à
gardez une présence attentive alors que vous reprendrez conscience doucement de ce qui se passe autour. Et puis, après ces cymbales, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux et terminer cette méditation. Merci beaucoup à toutes et tous pour cette présence ce matin. Et qu'elle vous suive tout au long de la journée, on l'espère, plus ou moins. Voilà, c'est terminé. Merci.